correspondait au début de la civilisation. Au Moyen Empire, dans la phraséologie triomphaliste du pharaon idéal, on écrit que l'Empire s'étendait de la corne de la terre, c'est-à-dire le cap de Bonne-Espérance au sud, jusqu'au marais d'Horus dans le delta. Tel est l'ancrage de l'Égypte dans l'Éthiopie qu'il nous fallait circonscrire. L'approche comparative qui découle de cette donnée comparative fait que des auteurs jettent un regard de nos jours vers l'univers d'Ogon. Mais cette perspective doit être comprise comme englobant à la fois la dimension du caractère néo-pharaonique de l'Afrique noire post-pharaonique et celle d'un retour d'une forme raffinée, épanouie, à partir d'un substrat panafricain. Mais plus que les vues, plus que les faits eux-mêmes, c'est la dimension méthodologique qui est par nous posée. Il faudra inventer ou réinventer une démarche si on veut que l'ethno-histoire devienne pertinente et devienne l'histoire. L'épistémologie nous semble nécessaire dans cette perspective. Des lectures historiquement défendables peuvent avoir des implications qui obligent à un retour à la méthode. Si l'Égypte a déteint sur toute l'Afrique noire, pensez qu'on peut retrouver la toute première ébauche dans la seconde induit la thèse du piétinement culturel. Je cite maintenant Sall à son apogée. Que dit Sall? L'ancrage des cultures prédynatiques d'Égypte dans une culture panafricaine, à partir de laquelle elle a acquis sa spécificité propre, reste à notre avis la seule perspective scientifique valable. Sall. Je reprends. Attention. C'est-à-dire que nous titrons les sommets Sall. Bon, qu'est-ce que Sall écrit? L'ancrage des cultures prédynatiques d'Égypte dans une culture panafricaine, à partir de laquelle elle a acquis sa spécificité, reste, à notre avis, la seule perspective scientifique valable. Mais comment trouver tous les faits antérieurs au prédynastique et qui peuvent expliquer un tel ancrage? La question est stimulante, elle est de taille. Il y a, entre autres moyens, le décloisonnement des périodes, car l'Antiquité, on le conviendra dans le cas d'Afrique, mord largement dans la préhistoire humaine. C'est dans l'étude consistant à cerner le paléolithique final et les mutations néolithiques que l'on pourra mieux circonscrire cette donnée, qui est que l'Égypte n'a pas été un début pour l'Afrique, mais une fin d'un processus. Il faut donc intégrer l'Égypte dans ce qui lui est antérieur, à savoir la préhistoire africaine. Cet objectif requiert la collecte et la mise en forme de la documentation qu'il faudra sérier et classer. Cela suppose d'avoir dégagé de toutes nouvelles perspectives méthodologiques et défini un cadre général des recherches. C'est cela que nous avons essayé de faire modestement dans ce travail qui se veut la formulation féconde du problème et l'esquisse partielle de sa solution. Sall. Bon, donc, déjà même, quand les nègres écrivent comme ça, le Loukoudem même panique. Parce que, il va dire, nous dire leurs histoires habituelles, non. Sall. C'est-à-dire, Sall là, ce que Sall a fait. Normalement, il devrait avoir des mécènes qui lui donnent des millions pour créer un département d'archéologie et d'études des civilisations nubiennes. Mais, comme nous végétons, les gens sont obligés de se contenter de petites bourses, de petits moyens, pour une œuvre qui est grandiose et dont le prix, évidemment, n'a pas de prix. Hotep. Merci, Sèche Kavi, pour les lumières apportées à la suite de cette série de questions. Je voudrais, voilà, je vais redonner la parole au Sèche, afin qu'il nous apporte encore quelques éléments et surtout qu'il nous annonce le programme. Je vais me contenter, comme le suggère Narmet, de ne pas manquer à mon devoir avec le rituel qui consiste à citer le maître. Parce que j'ai cité Sall et à la fin, pris par l'enthousiasme de Sall, j'ai omis de faire mon devoir vis-à-vis de l'Osiris, Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique
à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Il s'y sent chez lui. Il n'y a point de dépaysé comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons Hotep, Mbote, Matondo. Ok. Merci Sèche pour cette citation qui nous aide à conclure souvent nos rencontres. Je voudrais quand même redonner la parole parce que dimanche, nous avons une conférence, la première après le déconfinement. Et cette conférence va porter sur l'Holocauste noir. Pourrais-tu nous préciser un peu de quoi ça va retourner? En réalité, il s'agit de la 3e séance publique des formations scientifiques inaugurée par l'Association internationale des savants kémitologues, qui est née en 2019, au moment où nous avions décidé de faire des séquences vidéo live. Lesquelles séquences, comme je l'ai toujours précisé, ont un triple objectif. D'abord, un objectif pédagogique, parce que la plupart des connaissances dont se réclament les Africains dans le cadre du processus de la Renaissance n'ont pas été assimilées par les Africains eux-mêmes. Ce qui permet à d'autres de les utiliser pour semer la confusion et nous égarer les uns les autres. Deuxièmement, il y a un objectif qui est psychologique, dans le sens de la psychothérapie. C'est-à-dire qu'il faut donner à l'Africain le sens de la mesure de sa propre grandeur, insoupçonnée par lui. Il faut que le colosse se réveille derrière l'aliéné et le complexé. Donc cela ne peut se faire que si l'Africain a conscience clairement du rôle qu'il a joué et que ses ancêtres ont joué dans l'acquisition de tous les savoirs, et ce depuis l'aube de l'humanité elle-même. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de la civilisation humaine, et l'Afrique est le berceau de la défense de la divinité de l'espèce humaine, c'est-à-dire de son caractère sacré. L'Afrique est donc le berceau de l'humanisme. Donc à ce titre, l'Africain doit se réveiller. Et un tel réveil sera semblable à un tremblement de terre, d'une ampleur telle que les secousses ébranleront les fondations des puissances qui se sont bâties sur le sang des Nègres et des Amérindiens. Troisièmement, il faut que l'Africain ait aussi, pourquoi ne pas le dire, une capacité à organiser une institution savante pour permettre la transmission de génération en génération de ce savoir et de ces connaissances dont nous parlons dans les lives. Dans l'état actuel des choses, cette institution ne peut être que le Centre panafricain d'études kémitologiques ou le Centre panafricain de kémitologie dont nous souhaitons voir la naissance et que nous souhaitons implanter au Ghana selon la volonté de notre frère de combat Jerry John Rawlings. Voilà.
Donc, à partir de ces éléments, nous avons décidé donc de faire des formations. Et nous avons fait 2 formations. Nous avons été confinés dans le cadre du confinement général. Mais nous savons que la préfecture de Paris dit que des réunions privées, à partir du moment où on respecte les règles de sécurité, peuvent se tenir à partir de samedi. Donc dimanche, nous sommes dans l'école. Ce que les autorités ont dit, c'est que c'est lundi qu'il y a administrativement le déconfinement. Certains disent que c'est lundi que les enfants vont aller à l'école. Non, c'est mardi. Mais certains commerces vont ouvrir. Mais il y a un commerce qui ne peut jamais fermer. C'est le commerce des idées et des idéaux du peuple kémique. Nous, on ne peut pas fermer. Comment voulez-vous? Nous, on a reçu tous les virus de la Terre. On est encore vivant. Donc, comment voulez-vous que maintenant, on se prévaut de la menace des virus pour être joués comme des déserteurs? Voilà pourquoi la 3e séance aura bel et bien lieu. Elle aura lieu samedi. Dimanche, pardon. C'est le 10 mai. Le 10 mai, c'est la date choisie par les Français pour faire, excusez-moi, des exhibitions carnavalesques au jardin du Luxembourg avec des nègres de service triés sur le volet qui viennent jouer au tam-tam et faire les carnavals, les nègreries habituelles. Or, ce que nous disons, c'est que ce 10 mai marque l'enterrement de ces événements pour les peuples conscients d'Afrique. La prochaine fois, notre rendez-vous, ce sera le 22 août. C'est le 22 août qu'à la suite d'une cérémonie de régénération spirituelle au Bois Caïmoun par 1000 personnes sous la direction d'une de nos mamans, Vaudoussi, qui s'appelait effectivement Afa Ntou Iman, et d'un de nos papas qui s'appelait Abokimana, Boukman, Touti. Ils ont dit que non, vous devez vous réveiller parce que ce peuple-là n'est pas né pour servir les autres. Ce peuple-là est né pour servir l'humanité et pour servir le Dieu des ancêtres qui se cache derrière le soleil, qui se cache derrière les orages, qui se cache derrière tout ça. Quand il se cache derrière la foudre, on l'appelle Tchango, Ravioso. Donc nous on connaît. Donc c'est une cérémonie du Dahomey qu'on a faite en Haïti. À partir de cette cérémonie, Boukman a pris la tête. Et il est parti pour dire on va délivrer les 4500 plantations qui sont tout simplement des camps de la mort et du travail, où les nègres subissent les pires cures de déshumanisation qui existent sur la terre. Et ils l'ont fait. Donc nous sommes en 1791. Il aura fallu attendre 1803. C'est la guerre de libération la plus longue de l'histoire humaine. 1791, 1803. Les Noirs n'imaginent pas. Combien de morts il y a eu chez les Noirs? Or, ce sacrifice, c'est un sacrifice osirien. C'est le don absolu de soi, par soi, pour sauver l'humanité et pour permettre que d'autres puissent vivre libres après moi, qui me suis sacrifié. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est l'héroïsme du peuple haïtien. Le peuple haïtien, c'est le peuple auquel l'Afrique est le plus redevable. C'est le peuple qui, dans la haine de l'Afrique, a porté le cœur de l'Afrique dans le cœur de tous les Noirs. C'est ça le peuple haïtien. Donc, en proclamant sur la place de la victoire la déclaration d'indépendance, Dessalines a dit: nous renonçons à jamais à la France. Nous renonçons à jamais aux idées venues de France. Et nous renonçons à jamais au mode de vie de la France. À partir d'aujourd'hui, nous renouons avec l'Afrique. Et nous sommes des Africains. Le problème, c'est que Dessalines, en disant cela, pensait aussi à dire qu'il est empereur. Et il est devenu l'empereur Jacques Ier. Et il s'est intronisé un peu comme Napoléon Bonaparte. Et le peuple l'a tué, l'a traîné dans la rue. C'est ça que nous appelons la tragédie haïtienne. N'eût été cela, c'est d'Haïti que nous est venu l'espoir. Haïti est le fondement de la science politique qui va fonder la renaissance de l'Afrique au 3e millénaire. Qui parmi les politiciens béninois est parti de l'expérience haïtienne?
Qui connaît même les péripéties de la révolution haïtienne? Très peu. Donc voilà ce que nous disons. Nous disons que c'est d'Haïti qu'est né le panafricanisme contemporain. Les deux premiers fondateurs, concepteurs, théoriciens. En ténor, Joseph Firmin. Benito D'Artagnan Sylvain. Dans les temps contemporains. Qui ont dit que Haïti doit se transformer en sanctuaire pour la création des États-Unis d'Afrique. C'est des héritiers de la révolution haïtienne. Donc voilà pourquoi je dis que tous les kémites dignes de son nom doivent être présents dimanche pour assister à la conférence. La conférence portera sur le premier des 10 thèmes que je vais aborder. Le thème générique, c'est Histoire secrète de l'Holocauste noir de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Mais la première séance porte sur la destruction de l'Égypte antique et la mise à sac de la ville de Wessé, Thèbes, par les Assyriens, avec l'aide des renégats mulâtres, comme Psamétique et les autres. C'est ça que j'ai dit. Le deuxième épisode portera, il y a eu 10 millions de morts. Le deuxième épisode, 10 millions jusqu'au Soudan. Hein? C'est ça qui a provoqué les migrations des Yoruba. Les migrations des peuples africains, c'est ça vient de là. Sinon, on vivait en grappé, en sécurité en Nubie. Le deuxième épisode, c'est l'invasion des Perses. Sauf que cette fois-ci, l'Égypte ne sera plus jamais indépendante, il n'y aura plus jamais de résistance. Et sous les Assurbanipal, Taaka avait pu se réfugier en Nubie pour former un corps de libération qui est revenu. Mais avec les Perses, les ennemis héréditaires que sont les Assyriens et les Perses, se sont mis ensemble. Il y a 9 peuples qui se sont coalisés contre la race noire. C'est ce qu'on appelle les 9 ennemis héréditaires du peuple noir. Et bien les Arabes sont dedans. C'est pour ça qu'ils jouissent d'avoir l'Égypte dans leurs mains. Les Arabes. Même, il y a quand même le maréchal Al-Sisi, à qui je dis si, bravo, maréchal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit le premier qui touche encore les Coptes, il va voir. Et il le traite de négro. C'est parce qu'il est un peu sombre. Il est moins sombre que sa date. Mais il est quand même sombre. Hein? Donc ils ont dit que... allez, Carlouche, fous le camp du... laissez faire là. Donc, je vais faire sur les Perses. Deuxième séminaire. La prochaine fois, je vais même impliquer Zafio. Troisième séminaire. Je vais faire sur les Macédoniens. Alexandre de Macédoine n'était pas un libérateur. Ce n'était pas un protecteur des arts. C'était un prédateur. Ensuite, je vais faire sur les Romains. Ptolémée, 5 Philadelphes. C'est sous leur règne qu'on a pris l'image de Zeus pour transformer en l'image du Christ. Pour créer un Christ blanc. Les Ptolémées. Après, je vais faire sur les Turcs. Mamelouks. Les Turcs. Après, les Turcs ne sont pas des Arabes. C'est des Anatoliens, Indo-Européens. Ils ont été islamisés plus tard. Ensuite, je vais faire sur les Arabes. Les Arabes. Mais n'oublions jamais une chose. Le plus grand regret du peuple juif, c'est de ne pas avoir conquis l'Égypte. Donc les Juifs rêvent toujours de détrôner les Arabes en Égypte et de prendre tous nos monuments, de les vendre et de les profaner. Donc voilà pourquoi, quand je ferai ces épisodes, après je continuerai la série dans la période impériale, j'appelle période impériale, les grands royaumes et empires. L'empire de Ouagadougou, l'empire du Mali, l'empire du Trécourt, tout ça, ça a continué l'Holocauste noir. Ça a continué de plus belle. Et après, je ferai les temps modernes. Comment l'esclavage a enrichi le roi de France et Colbert. Et tout ça. Ensuite, je ferai sur l'époque contemporaine, c'est-à-dire le génocide du Congo. Tous ces génocides-là qu'ils ont perpétrés, tous ces morts-là en Afrique, c'est ça l'Holocauste noir. L'Holocauste noir, ce n'est pas l'esclavage.
L'Holocauste noir, c'est le processus génocidaire multimillénaire qui a fait de noir le paria de l'humanité, alors qu'il était le guide de l'humanité. Mais le noir ne peut pas chuter au point d'être enseveli directement dans sa tombe. La chute du noir est un accident. Ce qui existe et qui compte pour nous, ce n'est pas de contempler la chute, c'est juste de voir quelles sont les causes endogènes et exogènes de notre régression. Par contre, ce qui compte, ce que nous devons entretenir, c'est toujours le sursaut face à l'adversité. C'est cette possibilité du sursaut qui doit rester ancrée en chaque en noir, depuis l'enfance jusqu'à la mort, que nous appelons la renaissance kémique. Tous les noirs doivent venir parce que le Sèche-Covid a décidé de créer un lobby et de prendre le pouvoir. Et ce pouvoir s'appelle le Kemetic Power. Donc tous les gens qui seront sur la photo, ça va être une photo historique. Parce que moi je peux partir, mais ce qui ne peut pas partir, c'est l'ancêtre qui à travers moi parle encore, qui est Cheikh Anta Diop. Son message est éternel. Et l'œuvre qu'il a bâtie est une œuvre d'éternité. Merci de nous avoir accompagnés au cours de cet après-midi du vendredi 8 mai 2020. Un rendez-vous qui nous a permis de traiter de notre 63e grand ouvrage classique de la Renaissance kémite, autour de l'ouvrage de Babacar Sall, Racines éthiopiennes de l'Égypte ancienne. Ouvrage rédigé avec la préface de Théophile Obenga. Ce programme vous a été proposé depuis Taméry, librairie Kamit panafricaine, située au 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement à Paris. Nous sommes joignables au téléphone sur le 06 10 82 29 18 et vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse tamery75@aol.com. Ce programme a été diffusé en direct sur notre compte Facebook Taméry Sematawi, et malheureusement pour des raisons techniques, la diffusion sur notre chaîne YouTube Taméry Sematawi Mahat se fera en différé et n'a pas pu se faire simultanément. Et en direct. Et en direct. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre compte Facebook que je viens de vous donner. Vous pouvez également le suivre sur notre page Facebook Taméry Sematawi Djewuti. Notre site internet va bientôt être remis en ligne. C'est le site Taméry, www.taméry-sematawi.com. Sur ce site, vous aurez l'occasion de découvrir quelques-uns des titres que nous mettons à votre disposition et vous pourrez donc passer votre commande. Mais vous pouvez également obtenir nos listings de live ainsi que d'ouvrages en nous écrivant, en nous communiquant vos adresses mail vers lesquelles nous pourrons vous envoyer ces listings de live et d'ouvrages ainsi que les modalités qui vous permettent de commander nos ouvrages et pour ceux qui le peuvent, d'apporter leur contribution et leur soutien aux actions que nous menons autour de la Renaissance kémite. Comme le Sèche vient de nous préciser, nous nous retrouvons donc dans moins de 48 heures autour du thème de l'Holocauste noir. Ce serait donc dimanche après-midi à partir de 13h. Nous vous encourageons
à nous contacter par texto, par WhatsApp, par mail, pour poser les questions que vous souhaitez. Et nous ne manquerons pas de vous répondre et d'essayer de mettre à votre disposition les informations dont vous avez besoin pour une pleine participation au mouvement de la Renaissance kémite. Nous vous remercions une fois de plus de votre compagnie, de votre soutien, et nous remercions les personnes ici présentes qui ont bien voulu nous accompagner cet après-midi. Et nous vous disons Matondo. Et nous n'oublions pas bien sûr tout le travail technique fait par Zafio de Gonenje, grâce auquel ce live vous a été diffusé sur notre compte Facebook Tameri Sematawi, et ultérieurement vous l'aurez sur la chaîne YouTube Tameri Sematawi Mahat. Matondo! Matondo, à destination de nos frères de la Caraïbe, nous disons également, respectueusement, Chemberet, Pamoli. Chemberet, Pamoli. Tout le monde, c'est moun. Tout le monde, c'est moun. Hotep. Hotep.